Bonjour à tous, cet audio est disponible sur Tipeee et Patreon, deux plateformes pour lesquelles je vous ai mis des liens dans la description et en commentaire. Et vous allez retrouver en fait sur ces plateformes plus de 100 publications similaires et avec des nouvelles publications chaque mois. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours, sous la direction de Benoît Colomba et David Servenet, avec Frédéric Charpier, Martine Orange et Erwan Seznek. Sommaire. Introduction. De la collaboration à l'anticommunisme, la reconstruction d'un système, 1945-68. L'émancipation sauvage du capitalisme français, 1969-1981. Le socialisme patronal, 81-87. La mondialisation en marche, 1988-1997. L'ère des tueurs, 1998-2009. Introduction. Benoît Colomba et David Servenet. On fait tout avec de l'argent, excepté des hommes. Auguste Duteuf, 1883-1947, industriel et ancien polytechnicien. Président sous l'occupation du comité d'organisation des industries de la construction électrique, premier président d'Alstom. Cette fois, ça sent vraiment la poudre. Face à l'ampleur de la crise financière de l'automne 2008, l'homme qui symbolise jusqu'à la caricature les bienfaits supposés d'une économie dérégulée, Alain Minc, prend sa plus belle plume dans le Figaro du 23 mars 2009 pour écrire une lettre ouverte à ses amis de la classe dirigeante. L'heure semble grave pour l'homme qui a négocié, dans les années 90, un intéressement de 1% sur les plus-values du groupe Bolloré et en 2006 poussé le PDG de Vinci, Antoine Zacharias, à réclamer un salaire démesuré juste avant sa démission. Je cite, « Mesurez-vous que le pays a les nerfs à fleur de peau, que les citoyens ont le sentiment, fut-il erroné, de subir une crise dont nous sommes tous à leurs yeux les fautifs ?» écrit l'éminence grise des patrons du CAC 40. Comprenez-vous qu'aux aguets de l'opinion, comme l'exige leur métier, les parlementaires n'ont qu'une envie, prendre des dispositions sur les rémunérations qui seraient à terme aussi destructrices pour l'efficacité économique que la loi de 1947 sur les loyers a pu l'être pendant des décennies sur l'immobilier? Ignorez-vous que la quête de bouc émissaire est une constante de notre histoire et que 1789 se joue en 1788? Sentez-vous le grondement populiste, la rancœur des aigris, mais aussi le sentiment d'iniquité qui parcourt comme une lame de fond le pays? Moraliser le capitalisme? Face aux nouveaux tiers-États qui grondent, face aux revenus démesurés des grands patrons, au renflouement des banques par l'État sans contrepartie, la noblesse patronale doit faire profil bas. Mais surtout, ne rien changer sur le fond. De fait, un mois plus tôt dans le monde, le PDG de la Société Générale, Daniel Bouton, ébranlé par l'affaire Kerviel, du nom de ce trader qu'il avait qualifié de terroriste et qui avait fait perdre 4,9 milliards d'euros à sa banque en 2008, assure que notre modèle est performant et fonctionne bien dans la période d'incertitude actuelle. Nous détenions jusqu'en juillet 2007 la palme de la meilleure performance européenne de la rentabilité par action. Fin de la citation. La crise a permis à Daniel Bouton de réaliser une plus-value estimée à 1,3 million d'euros en revendant de juillet à octobre 2008, soit juste avant le crash, ses stock options de la Société Générale. En avril 2009, il quitte la présidence de la banque à 59 ans avec une retraite annuelle de 730 000 euros, soit 2 000 euros par jour. Et pourtant, Daniel Bouton avait rendu en 2008, pour le compte du patronat, un rapport sur la moralisation des pratiques du monde de la finance. Moraliser le capitalisme, tel est le nouveau leitmotiv des patrons français au lendemain de la crise de 2007-2008. Même Jean-Marie Messier, l'homme qui avait laissé une vertigineuse ardoise dans les comptes de Vivendi Universal, s'est reconverti en procureur médiatique de l'explosion du capitalisme financier virtuel. Il s'était montré en revanche beaucoup moins enclin à prôner la morale face au scandale qui, quelques mois avant le début de la crise financière, avait secoué la principale branche du patronat français, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, UIMM. C'est le 26 septembre 2007 que l'affaire dite de la caisse noire de l'UIMM a éclaté à la une du Figaro. Ce jour-là, le journal révèle que le parquet de Paris a été saisi d'une enquête de Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère des Finances, sur des retraits suspects en liquide à la demande du président de l'UIMM, Denis Gauthier-Sauvagnac. Au total, 600 millions d'euros seraient dissimulés dans les réserves de l'Union.
Officiellement, il s'agit d'une caisse anti-grève créée dans les années 70 pour aider les entreprises de la métallurgie à faire face aux conflits sociaux. Depuis, l'EPIM, Entraide professionnelle des industries de la métallurgie, a quelque peu dérivé de son objet initial. Elle finance la vie sociale française depuis des années, voire des décennies. Syndicats, chercheurs, journalistes, responsables politiques, etc. ont été nourris aux enveloppes de billets du patronat. Sans oublier un aspect encore moins reluisant, alors passé sous silence, le financement d'officines anticommunistes ou de gros bras chargés de faire la loi dans les entreprises pendant les années de guerre froide. L'affaire fait désordre, surtout en temps de crise. Pourtant, Laurence Parisot, présidente du Mouvement des entreprises de France, MEDEF, pense avoir trouvé la parade. Je cite, cette affaire et ses révélations, dit-elle à l'occasion de sa conférence de presse mensuelle, le mardi 16 octobre 2007, ça me fait l'effet de la révélation d'un secret de famille. C'est quelque chose que nous ignorions totalement pour l'UMM et que sûrement nous ignorons pour d'autres. Fin de la citation. Il faut, ajoute-t-elle, en finir avec une certaine logique et une conception des relations sociales qui sont totalement dépassées. Les habitués des cercles patronaux ne peuvent réprimer un sourire. La famille Parisot est dans les affaires depuis un siècle. Le père a dirigé le groupe éponyme, premier industriel du meuble français. Sa fille fréquente le tout Paris des affaires depuis 15 ans. Et surtout, ses proches l'ont informé comme il se doit des principes du système lors de son élection en 2005 à la présidence du MEDEF. Si c'est un secret, il est de Polichinelle. La crise financière et l'affaire de l'UIMM, deux épisodes sans lien apparent, mais qui ont révélé à l'opinion quelques indices du fonctionnement réel du capitalisme français et un peu levé le voile sur les coulisses de son histoire. De cette histoire, tout le monde connaît les grandes étapes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Reconstruction, Trente Glorieuses, choc pétrolier de 1973, etc. L'histoire officielle, celle qu'on apprend sur les bancs de l'école ou de l'université, est peuplée de grands commis de l'État et de capitaines d'industrie issus de la résistance, rythmée par les éloges du modèle social français et des grands programmes industriels qui ont marqué les décennies d'après-guerre. Nucléaire, TGV, Concorde, etc. En 1991, dans un livre célèbre, Capitalisme contre capitalisme, Michel Albert continuait de défendre l'appartenance de l'économie française au capitalisme rénant, valorisant la réussite collective, le consensus et le souci du long terme, à la différence du modèle anglo-saxon obsédé par le profit financier à court terme. Un livre paru au moment même où le pouvoir socialiste achevait la libéralisation des marchés financiers entamée en 1988. Du compromis social de 1945 à l'ère des tueurs des années 2000. 2 décennies plus tard, confrontés aux menaces permanentes du chômage, de la précarité, des inégalités, les Français se doutent bien que cette histoire officielle n'est pas d'un grand secours pour comprendre comment on en est arrivé là. D'où l'ambition de ce livre, revisiter, loin des images d'Épinal et des conceptualisations rassurantes, la véritable histoire du capitalisme français depuis plus d'un demi-siècle, en nous intéressant d'abord à ses principaux acteurs, les patrons. Pour bien documenter cette histoire méconnue, nous avons repris une à une, avec l'aide des plumes acérées de Frédéric Charpier, Martine Orange et Erwan Seznec, habitués de longue date des coulisses du monde patronal, les 5 grandes séquences historiques ayant scandé ces mutations successives de 1945 aux années 2000. 86 articles composent cette fresque, ceux ouvrant chaque partie proposant une synthèse à grands traits de la période concernée. Dans la première partie, de la collaboration à l'anticommunisme, la reconstruction d'un système, 45-68, le lecteur découvrira comment une grande partie du patronat français, contrairement à une idée reçue, est parvenue à faire oublier son passé vichysois et à prendre toute sa part dans la reconstruction. À la Libération, au nom du réalisme politique, le général de Gaulle laisse en place la majeure partie de ce patronat discrédité, mais qui détient les clés de l'administration du pays. En échange, gaullistes et communistes imposent à ces mêmes patrons un modèle social issu du Conseil national de la résistance, CNR, ambitieux et solidaire, mais qui porte en lui les germes des dérives à venir. L'exception économique française, c'est en effet d'abord ce compromis combinant volontarisme et pragmatisme, dont le paritarisme, patronat-syndicat, constitue la colonne vertébrale. Pour le meilleur et pour le pire, 1% logement, formation professionnelle, médecine du travail, etc. Autant d'idées généreuses qui rapidement
donneront lieu à des détournements dont on découvrira comment ils se sont ensuite inscrits dans la durée, au point de gangréner encore aujourd'hui une bonne partie de la scène sociale. Mais à l'époque, on ne voit en général que le meilleur du système, le formidable boom économique permis par la mise en place d'un État planificateur fort et d'entreprises publiques puissantes qui profitent à tous les Français. Et plus encore à quelques entrepreneurs avisés et sans état d'âme, Bouygues, Leclerc, Muliez, etc., qui jettent alors les bases de leur fortune. Ou à ceux qui ont choisi de profiter des bonnes affaires de la République, pétrole, mines, négoces, etc., dans ces colonies africaines passées en 1960 à une indépendance plus formelle que réelle. Ces années-là sont aussi profondément marquées par l'obsession anticommuniste du patronat qui explique le rôle méconnu joué par un étonnant homme de l'ombre, Georges Albertini, et ses multiples officines, souvent très liées aux États-Unis. Cette influence se poursuivra jusqu'au début de la période suivante, traitée dans la deuxième partie, l'émancipation sauvage du capitalisme français, 69-81. Mais les présidences de Georges Pompidou, 1969-1974, et de Valéry Giscard d'Estaing, 74 à 81, témoigneront surtout de l'imbrication croissante entre le capitalisme d'État et le monde des affaires, avec ses nombreuses dérives, du financement occulte des partis politiques au marché truqué de l'immobilier, où certains réaliseront des fortunes colossales. C'est le moment où le patronat institutionnalise clandestinement un véritable système parallèle qui lui permet de tirer profit des caisses noires du paritarisme à la française. Déstabilisé par la révolte sociale de mai 68, il reprend la main dans les entreprises grâce aux milices anti-grève et autres syndicats jaunes, souvent liés à l'extrême droite. Les affaires défraient régulièrement la chronique médiatique, mais en vérité, bien peu sont alors conscients que la fraction dominante du patronat s'est engagée dans une vaste offensive pour faire éclater à son profit les cadres de l'économie régulée. Pour cela, elle n'hésite pas à arroser tous ceux qui pourraient constituer des freins à son ambition, syndicats, partis de gauche, intellectuels ou journalistes, afin de sauver les acquis des années passées et de jeter les bases de la reconquête. En bref, on le verra, les grands patrons français, jusque-là relativement peu ouverts à l'international, en dehors des ex-colonies, estiment que les règles du jeu de la période précédente, faire des profits grâce à la manne de l'État ou en trichant sur ses règles et ses lois, ne sont plus de mise. Désormais, à l'heure de l'internationalisation de l'économie, on ne parle pas encore de mondialisation, qui ouvre tant de perspectives de profit, il s'agira que la loi nationale autorise ce qui était hier interdit. Ce qui, dans la France de la fin des années 70, est très loin d'aller de soi. Paradoxalement, c'est la gauche qui ouvrira les vannes. L'arrivée des socialistes au pouvoir en mai 81 inaugure en effet une nouvelle séquence que nous abordons dans la troisième partie intitulée le socialisme patronal, 80-87. Une fois passée la grande peur bien injustifiée du patronat, les affaires reprennent grâce au tournant de la rigueur de 1983, puis aux privatisations de 1986. C'est aussi l'époque où la gauche de gouvernement opère sa conversion idéologique à la dérégulation de marché, appuyée par un patronat bien décidé à reconquérir les esprits, avec l'appui d'une partie du monde intellectuel et d'un secteur médiatique en voie de privatisation et de concentration. Dans ces années 1980, les jeux sont faits, le patronat et la droite libérale, rejoints plus ou moins discrètement par les leaders socialistes, ont gagné la bataille idéologique. Ils peuvent enfin s'attaquer sérieusement à l'étage supérieur, celui des normes, des règles et des lois qui régissent les grands cycles économiques. Commence alors la période qui fait l'objet de la quatrième partie, la mondialisation en marche, 88-97, celle de la profonde mutation du capitalisme français pris dans le tourbillon de l'ouverture des marchés et de la dérégulation financière. L'État perd largement la main et le patronat peut désormais vraiment faire la loi, entre guillemets, grâce à la pratique croissante du pantouflage et à des actions de lobbying efficaces. Ces années-là voient l'affirmation de très grands groupes et de patrons puissants, pour certains réputés de gauche, entre guillemets, mais elles sont aussi marquées par des scandales politico-financiers d'une envergure inédite, comme ceux de Elf ou du Crédit Lyonnais, et une montée de l'affairisme à grande échelle. En 1998 s'ouvre enfin la séquence abordée dans la cinquième partie, celle de l'ère des tueurs, 98-2009. Fin 97, après le retour de la gauche au pouvoir, Jean Gandois quitte la direction du CNPF en annonçant le profil de son successeur, un tueur. Ernest-Antoine Sellière prend alors
La tête de l'organisation patronale, rebaptisée MEDEF un an plus tard, appuyée par un Denis Kessler prônant la rupture avec l'héritage du Conseil national de la résistance. Curieusement, la victoire de la droite aux élections législatives de mai 2002, puis celle de son héros Nicolas Sarkozy à la présidentielle de mai 2007, n'apparaissent pas comme des tournants importants dans l'entreprise de reconquête des esprits et de l'argent engagée de longue date par les leaders du patronat. Comme si les 5 années, 97-2002, de gouvernement socialiste, n'avaient été que le prolongement d'une séquence initiée bien avant, au cours desquelles les privatisations souhaitées par le patronat ont en réalité battu leur plein. Le règne de la finance ouvre alors la voie aux ascensions et aux chutes fulgurantes, Vivendi, mais aussi à tous les conflits d'intérêts et enrichissements sans contrôle. Stock options et parachutes dorés sont maintenant de rigueur. Alors qu'éclate en 2007 l'affaire de l'UIMM et que se trouve révélée l'ampleur du système patronal mis en place depuis l'après-guerre, les années Sarkozy voient désormais s'afficher sans complexe l'imbrication du pouvoir politique et du pouvoir économique. Triche et connivence. Pour guider le lecteur dans cette fresque souvent foisonnante, nourrie de synthèses originales et de nombreuses révélations, un système de renvoi interne permet de naviguer d'un article à l'autre afin d'approfondir tel ou tel point. Chaque article, simplement signé des initiales de son auteur, est également assorti d'une sélection d'ouvrages pour en savoir plus et un index détaillé complète ce dispositif. De ce voyage inédit derrière la façade respectable du patronat français se dégagent quelques traits saillants qui méritent d'être soulignés. Un premier constat s'impose. Le fonctionnement de l'économie, et singulièrement celui du capitalisme moderne industriel hérité du XIXe siècle, repose le plus souvent sur la triche. L'embrouille, l'escroquerie, l'arnaque ou le trafic d'influence, en résumé, le simple et habile contournement de la loi. Dans tous les cas, l'essentiel est de ne pas se faire prendre. Cette dimension des mécanismes économiques est rarement prise en compte par les observateurs. Trop incertaine pour les économistes, qui ne savent pas la mesurer, trop douteuse pour les historiens, elle est surtout trop inavouable pour les acteurs du système. Comment Ernest-Antoine Seillière, Martin Bouygues ou Bernard Arnault pourraient-ils reconnaître publiquement que l'origine de leur fortune possède sa face obscure? Comment avouer que la très libérale famille Wendel a été sauvée par l'État? Qu'un Francis Bouygues a plus d'une fois contourné les lois pour emporter des marchés? Que l'empire Dassault n'a pu s'édifier qu'avec la bienveillance des pouvoirs successifs? Qu'un Bernard Arnault a bâti sa fortune à la barre des tribunaux de commerce? Que Bernard Tapie n'a pu se faire une place au soleil du monde des affaires qu'avec la protection des banquiers et de responsables politiques? Ce qui conduit au deuxième constat, la proximité quasi permanente de ce capitalisme avec le monde politique, y compris ses franges les plus interlopes. Sait-on que les réseaux du CNPF ont permis de recycler toute une génération de jeunes loups ambitieux issus de l'extrême droite? Sait-on le rôle que joua le précaré africain dans la constitution des grandes fortunes comme celle de Bolloré? Que dans les anciennes colonies, l'affairisme des uns a su parfaitement profiter des barbouzeries des autres et inversement? Connaît-on l'ampleur de la participation du monde économique au financement de la vie politique de la Ve République? Troisième constat, le patronat français n'a jamais cessé d'organiser son pouvoir d'influence pour imposer ses vues et s'ouvrir des perspectives de profit. Sait-on que la guerre d'Indochine a servi de creuset idéologique au service des communications patronaux, des acteurs incontournables de la vie économique d'aujourd'hui? Comment le patronat n'a pas hésité à plusieurs reprises à faire adopter des législations sur mesure, à détourner les institutions de contrôle, quitte à sacrifier ainsi la santé des salariés et celle de citoyens, comme l'ont révélé l'affaire de l'amiante et les scandales de la pollution industrielle? Sait-on quel long travail de sape idéologique fut nécessaire pour que la gauche se convertisse après le choc des années 70 aux idées les plus libérales et à la dérégulation des marchés financiers dans les années 80? A-t-on idée de l'emprise du monde patronal sur la sphère médiatique? Aujourd'hui, à l'heure où certains redécouvrent avec cynisme ou pragmatisme les vertus du keynésianisme, les multinationales ne se sont jamais autant affranchies des lois. Chambres de compensation financière, paradis fiscaux, places offshore. Malgré les déclarations de bonnes intentions du G8, les tricheurs jouent désormais sur le damier du monde. Si le président américain Barack Obama semble avoir tiré quelques leçons de la crise financière de l'automne 2008, rien ne dit qu'une nouvelle économie émergera de l'ancienne. Les néolibéraux y voient même l'occasion d'aller encore plus loin dans les réformes de structure, entre guillemets.
La régulation économique, ce n'est pas renforcer les contraintes qui pèsent sur l'entreprise et sa compétitivité, répété comme un mantra le nouveau président de l'UIMM, Frédéric Saint-Jour, le 13 octobre 2008, dans le Figaro. En avril 2009, une nouvelle caisse noire était découverte par les enquêteurs français en Suisse. Un compte bancaire secret avec des réserves financières de plus de 100 millions d'euros détenu par le groupe des industries métallurgiques d'Île-de-France, GIM, la principale composante de l'UMM. Un nouveau secret de famille? Le GIM a été créé en 1920 en réaction à la révolution russe de 1917, alors que le patronat cherchait à contrer l'influence du bolchevisme. Il rassemble aujourd'hui 2700 entreprises, dont Renault, PSA, EADS, Dassault, Safran, Thales ou Areva, la fine fleur du CAC 40. Alors le patronat a-t-il vraiment changé? Pour le savoir, mieux vaut bien connaître les recoins de son passé, même les plus secrets. 1. De la collaboration à l'anticommunisme, la reconstruction d'un système, 1945-68. Les alliances du patronat et de l'État planificateur. Avec la guerre et l'occupation, le patronat français n'a pas écrit les pages les plus glorieuses de son histoire. La plupart de ses membres ont composé avec le régime de Vichy et l'occupant allemand. Parmi les rares exceptions, une poignée de polytechniciens, dont quelques-uns sont morts en déportation, ainsi qu'un nombre infime de grands financiers comme André Debray, 1905-1954, un des dirigeants de la Banque de Paris et des Pays-Bas, futur Paribas, qui pendant toute la guerre mit ses compétences financières au service de la résistance, devenant commissaire aux finances du Conseil national de la résistance. Après-guerre, sa banque échappe à la nationalisation réclamée par les communistes, à laquelle s'oppose le général de Gaulle. Des comités d'organisation de Vichy à la création du CNPF en 1946. Pour l'essentiel, le patronat s'est accommodé de l'intermède pétainiste. Dissoutes, tout comme les syndicats ouvriers à l'été 1940, ces organisations professionnelles n'ont pas tardé à retrouver leur influence dans les allées du pouvoir. Elles se remettent en selle grâce à la loi du 18 août 1940 qui institue les comités d'organisation censés réguler chaque branche d'activité commerciale ou industrielle. Les grandes firmes d'avant-guerre y dépêchent leurs mandataires, en particulier dans les secteurs de l'industrie, des mines et des banques, et reprennent ainsi le contrôle stratégique de leurs affaires. Le comité des forges renaît sous la forme officielle du comité d'organisation de la sidérurgie. Celui des houillères devient le comité de combustible et des minéraux solides. Celui de l'aluminium français, le comité de l'aluminium et du magnésium, etc. Pour beaucoup, à la Libération, le monde patronal porte une part de responsabilité dans la crise financière et industrielle sans précédent que connaît alors la France. Fin 1944, la dette publique s'élève à 1800 milliards de francs, soit 4 fois le volume de la dette chiffrée en avril 1939. Début 1945, le déficit de l'État est estimé à 250 milliards de francs et les recettes fiscales couvrent à peine 30% des dépenses publiques. Les infrastructures, ponts, routes ou voies ferrées, ont été ravagées, tout comme un nombre considérable d'usines et d'habitations. Quant au rationnement, il persistera jusqu'en 1948. Dans ce contexte, le patronat choisit de faire profil bas, le temps de faire oublier ses errements de l'occupation, tout en sachant qu'on compte sur lui pour sortir la France de l'ornière. Il s'emploie d'abord à retrouver sa crédibilité en s'efforçant de parler d'une seule voix. Depuis la Libération, il s'exprime sans coordination via divers organismes, comme la commission de représentation patronale auprès du chef du gouvernement provisoire, la commission d'aide aux entreprises, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, CGPME, dont le président Léon Gingembre, 1904-1993, a fait carrière sous Vichy, le Centre national de liaison des commerces de gros ou encore le groupe d'études du commerce français. Le Parti communiste français, PCF, a de son côté mis sur pied un regroupement de petits patrons. Le 21 décembre 1945, 120 délégués de toutes les fédérations industrielles et commerciales se réunissent dans les locaux de la Chambre de commerce de Paris et confient à un comité restreint le soin de rédiger les statuts de la future organisation patronale, ce qui prendra quelques mois. Le 12 juin 1946 naît le Conseil national du patronat français, CNPF, dont le premier président, qu'il restera jusqu'en 1965, est Georges Villiers, 1899-1982. Appuyé en coulisses par Ernest Mercier, 1878-1955, le magnat du pétrole et de l'électricité, le nouvel homme fort du patronat a été choisi avec soin. En cette période d'épuration, il a le profil idéal.
Il préside une modeste société lyonnaise de construction métallique et siège comme administrateur dans quelques autres de moyenne envergure. Représentant des petites entreprises, il ne peut être identifié au grand trust d'avant-guerre, alors honni de tous, des communistes gaullistes. Mais surtout, Georges Villiers est un ancien résistant, même si ses états de service sont plutôt tardifs. En 1942, alors que Vichy l'a nommé maire de Lyon, il rejoint la résistance avant d'être arrêté 2 ans plus tard et déporté en Allemagne. Un tel profil devrait redorer le blason plutôt terni du patronat. L'épaule toutefois quelques dirigeants au parcours moins net, Henri Davzac, 1898-1973, futur vice-président du syndicat général de la construction électrique et collaborateur d'Auguste Deteuf, 1883-1947, qui présidait sous l'occupation le comité d'organisation des industries de la construction électrique. Pierre Ricard, 1899-1956, l'ex-président du comité d'organisation des industries de la fonderie, ou encore Pierre de Lalande de Calan, 1911-1993, ancien directeur de cabinet de Jean Bichelon, au ministère de la Production industrielle sous Vichy. De Calan est le PDG de la société Babcock et vice-président du CNPF. Dans l'après-guerre et durant de longues années, il sera le financier occulte de la plupart des mouvements catholiques de droite. Plus loin dans les coulisses, André Boutemi, 1905-1959, homme d'influence et distributeur de fonds patronaux, prodigue lui aussi ses conseils à Georges Villiers. Employé d'Ernest Mercier depuis la Libération, il sera élu sénateur en 1952 avant d'être brièvement ministre de la Santé publique et de la Population. Nationalisation et planification, l'empreinte de Jean Monnet. Alors que le patronat s'efforce de recouvrer son influence, le gouvernement provisoire procède comme il s'y était engagé lors de sa création à Alger en juin 1944, dans la lignée du programme du Conseil national de la résistance, CNR, adopté 3 mois plus tôt, à la nationalisation des industries qu'il entend mobiliser dans le cadre de la reconstruction. On estime le coût de l'opération à 6 000 milliards de francs. Sur sa liste figurent les houillères du Nord et du Pas-de-Calais, nationalisées en décembre 1944, le transport aérien, en septembre 1945, l'électricité, qui voit la création d'EDF en 1946, l'industrie automobile, avec Renault en 1945, le crédit avec la Banque de France, qui avait déjà été nationalisé aux 3/4 en 1936, et les principales banques de dépôt, comme le Crédit Lyonnais, la Société Générale, ou encore la Banque nationale pour le commerce et l'industrie, BNCI, nationalisée en décembre 1945. Cette prise de contrôle s'effectue alors que le ministère des Finances est entre les mains des représentants des milieux d'affaires. Aucun ne se scandalise du programme de nationalisation du CNR et qu'ils mettent eux-mêmes en place dans le but de faire redémarrer au plus vite l'économie. Face à l'ampleur de la crise financière, le ministre des Finances du gouvernement provisoire, René Plévin, 1901-1993, annonce en mars 1945 un plan d'austérité, un nouvel emprunt et la confiscation des profits illicites réalisés pendant la guerre, ainsi que plusieurs mesures sociales qui marqueront durablement la société française, comme la réforme des comités d'entreprise et l'instauration d'un système de sécurité sociale et de retraite fondé sur le principe de la répartition. Mais l'une des décisions les plus importantes est la création d'un commissariat général du plan, dont l'un des objectifs peu connus est la décartélisation de l'industrie lourde que beaucoup, à droite comme à gauche, rendent responsable du dernier grand conflit mondial. Les trusts de l'armement et de la métallurgie sont accusés de s'être entendus et d'avoir poussé à la guerre des 2 côtés du Rhin. Ce recours à la planification a pour but de redresser l'économie française au prix de l'instauration de méthodes dirigistes peu conformes à l'économie de marché, qui prolongent ainsi l'interventionnisme de Vichy et rompent avec la politique libérale de la Troisième République. Le nouveau commissariat se concentre sur 6 activités de base: le charbon, l'électricité, l'acier, le ciment, le machinisme agricole et les transports, dont il projette de relancer la production, en fixant lui-même les prix et en modernisant l'appareil productif. Celui qui en tient les rênes est Jean Monnet, 1888-1979, planificateur dans l'âme et pourtant très lié au milieu d'affaires anglo-saxon. Imposé par la Maison-Blanche et le général de Gaulle, il n'a pas été choisi au hasard. En 1914, à 26 ans, il suggérait déjà au gouvernement, au début de la Première Guerre mondiale, un plan de coordination des ressources des guerres alliées. Secrétaire général adjoint de la Société des Nations, SDN, puis cofondateur en Californie de la Banque America Blair avant-guerre,
Il évolue depuis les années 1930 dans l'orbite de la banque Lazare. Petite parenthèse, hein, vous voyez d'où vient ce monsieur qui sera parmi d'autres à la création de l'Europe. Nommé en août 1940 à Washington au British Supply Council, chargé de renégocier pour la Grande-Bretagne assiégée par l'Allemagne nazie l'achat de fournitures de guerre, il devient un conseiller écouté du président américain Franklin Roosevelt en 1882-1945, avant de rejoindre en 1943 le gouvernement de la France libre et le comité de la libération nationale. Élaboré à partir de 1946, son plan n'entrera vraiment en vigueur que 2 ans après, au moment où le plan Marshall lui fournira les moyens financiers de ses ambitions, un plan baptisé du nom du général George Marshall, 1880-1959, le secrétaire d'État américain, annoncé en juin 1947 et appliqué à partir d'avril 1948, le gouvernement des États-Unis apportant sur 5 ans à 16 pays européens quelques 13 milliards de dollars pour relancer leur économie. Malgré cela, à l'issue du premier plan, 47-52, les objectifs chiffrés par Jean Monnet ne seront pas atteints. L'organisation planifiée de la production et le contrôle des prix montrent leurs limites. 1 million de familles françaises restent privées de toit et 3 millions de logements demeurent insalubres. La France doit encore acheter pour 150 milliards de francs de produits alimentaires à l'étranger, dont son industrie d'habillement reste cruellement tributaire pour l'achat de matières premières. Elle produit trop d'acier qu'elle ne peut transformer elle-même. Enfin, son agriculture enregistre un rendement à l'hectare parmi les plus faibles des grandes nations. Ce n'est qu'à partir de 1953 que l'économie retrouvera le chemin d'une croissance durable. Schizophrénie patronale. Mais ce qui caractérise surtout la politique planificatrice initiée par Monnet et De Gaulle, c'est la montée en puissance de la technocratie d'État. La France se lance alors dans une série de grands projets patronnés par la puissance publique, le nucléaire avec la création en 1945 du Commissariat à l'énergie atomique, CEA, et la production des premières centrales nucléaires, 1956, 1963, 1967, l'aménagement du territoire avec la création en 1963 de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, DATAR, les grands travaux d'infrastructure avec la création des premières sociétés publiques d'autoroutes, la première date de 1956, le développement d'une industrie française de l'armement avec l'instauration en 1945 de la direction des études et fabrication d'armement, DEFA, du ministère de la Défense, qui dès le début des années 50 coiffe pas moins de 30 établissements publics dans son prolongement, seront créés en 1971 la direction des constructions navales et le groupement industriel des armements terrestres, dont la transformation en société nationale ne serait effective et achevée qu'en 1990, lorsqu'il devient GIA Industrie. L'aéronautique, avec le projet de l'avion supersonique Concorde, initié en 1962, la recherche spatiale, avec le Centre national d'études spatiales, 61, ou encore le premier plan calcul, 1967, destiné à doter la France de sa propre industrie informatique. Le rôle de l'État dans l'économie s'ancre alors durablement. Souvent au nom de l'indépendance nationale, il ne se contente pas de fixer des orientations, il devient un véritable donneur d'ordre, suscitant la convoitise d'un nombre croissant de chefs d'entreprise attirés par la manne publique. C'est ainsi que l'ancien carrossier Sylvain Floira, après avoir fait fortune après-guerre dans le transport aérien avec la compagnie Aigle Azur, devient un des plus grands fabricants de missiles français avec sa société Engin Matra, laquelle profite durablement du marché du Mirage de l'avionneur Marcel Dassault, autre grand profiteur des commandes d'État. Ambroise Roux, futur parrain du patronat et inspirateur de nombreuses réformes visant à la libéralisation de l'économie, a quant à lui commencé sa carrière comme conseiller technique puis directeur de cabinet du ministre de l'Industrie Jean-Marie Louvel, 1950-1954, avant de prendre la tête de la Compagnie Générale d'Électricité, CGE, où il saura cultiver au plus haut niveau ses relations personnelles avec les autorités publiques et bénéficier longtemps lui aussi des commandes publiques de biens d'équipement. Quant à Francis Bouygues, qui a également appartenu à un cabinet ministériel sous la 4ème République, celui de la reconstruction, il a pu hisser son groupe parmi les grands Européens du BTP, en grande partie grâce à la commande publique, qu'il s'agisse de la construction de logements ou de grands travaux d'infrastructure. Bien d'autres sauront se concilier les bonnes grâces de l'État, qui de son côté produit une nouvelle génération de patrons, des hauts fonctionnaires qui vont faire carrière dans les sociétés publiques. À peu de choses près, ces nouveaux managers ont le profit de ceux qui, avant-guerre, dirigeaient les grands groupes industriels. Ils sortent des mêmes écoles et ont subi les mêmes influences. Seule différence notable, cette génération excellera dans le pantouflage.
Le conseil d'administration de la Compagnie française des pétroles, CFP, créé en 1924 par Ernest Mercier, dans laquelle l'État possède 35% du capital et 40% des votes, en est une singulière illustration. La plupart de ses membres siègent par ailleurs dans de grandes sociétés quand ils ne les président pas eux-mêmes. Ainsi, l'inspecteur des finances Jacques-Georges Picot devient en 1957 PDG de la compagnie financière de Suez. Seul échappe à cette confusion des genres Pierre Guillaumat, patron du commissariat à l'énergie atomique de 51-58, qui sera nommé au conseil d'administration de la CFP dans les années 1960 afin d'arrondir le traitement, paraît-il modeste, qu'il perçoit alors comme PDG d'Elf et Rapin. Source Philippe Simoneau, Le complot pétrolier, Alain Moreau, 76. Faudrait le lire celui-là. Surtout qu'il est paru la même année que le film Les 3 jours du Condor, qui parle de ce fameux complot pétrolier. Fin de la parenthèse. La ruée vers l'Est du patronat français. En mars 1953, la mort de Staline ouvre une période de dégel économique entre l'Occident et le glacis soviétique. Les échanges commerciaux de la France avec les pays communistes, Chine, URSS et pays de l'Est, ne représentent en 1952 que 2% de l'ensemble de ces échanges commerciaux. En dépit de l'accord commercial signé en 1944 par Paris et Moscou, les échanges sont en constant recul depuis la signature en 1949 du pacte atlantique, et plus particulièrement en raison des pressions américaines exercées au sein du COCOM, Comité de coordination du contrôle des exportations multilatérales, qui siège depuis 1947 à Paris et qui impose des conditions drastiques au commerce avec le bloc communiste. La situation commence à changer au printemps 52, peu après la conférence économique de Moscou, à laquelle participe une forte délégation française encadrée par les hommes d'affaires de l'appareil financier du PCF. Quelques mois plus tôt, le 22 janvier, le Quai d'Orsay avait donné le ton en affirmant que la France était prête à vendre des cargos, des grues, du textile, des agrumes ou encore du cacao à l'URSS. Aussitôt, quelques hommes plaident pour le développement des échanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest, dont André Boutemi, le même qui financera à partir de 1946 toutes les officines anticommunistes. Sans doute a-t-il appris de son ex-patron et mentor, Ernest Mercier, qu'il ne fallait jamais mélanger les politiques et les affaires. En juin 1945, ce dernier, qui envisage de créer un consortium entre la France, l'URSS et la Roumanie, afin d'exploiter le pétrole iranien, avait noué d'excellentes relations avec l'ambassadeur soviétique Alexandre Bogomolov et négocié avec lui jusqu'en décembre 1945 par l'intermédiaire du député gaulliste de la Charente, Max Brusset, 1909-1992. Le 22 mars 1954, André Boutemi présente Georges Villiers à Sergueï Vinogradov, le nouvel ambassadeur soviétique à Paris, qui l'invitera à déjeuner, le 18 août, à l'ambassade du RSS. Le patron du CNPF s'y rend, accompagné de son vice-président Emmanuel Mayol, administrateur des huiles Sodéo, et vice-président de la Fédération nationale de l'industrie des corps gras, dont la France est alors avec l'Italie un des principaux producteurs européens. L'URSS et l'ensemble des pays de l'Est représentent en effet de fabuleux débouchés pour les entreprises françaises. Une partie du patronat entame alors un long flirt intéressé avec Moscou. Petite parenthèse, vous voyez que selon les périodes et les opportunités, soit on leur lèche les bottes aux Russes, soit on les traite en ennemis. Ça dépend vraiment des intérêts qu'on a, en fait. Fin de la parenthèse. Attachée au cocon protectionniste, cette faction patronale devient même un allié objectif de l'Empire du Mal, entre guillemets, et s'oppose de concert avec lui à la construction européenne. Ces patrons, dont le libéralisme s'accommode des barrières douanières, participent ainsi discrètement à la croisade contre le projet de constitution d'une armée européenne, dans le cadre de la Communauté européenne de défense, CED, qui doit être ratifiée par la Chambre des députés et qu'ils considèrent comme un engrenage pernicieux fatal pour leurs intérêts. Donc, petite parenthèse, vous voyez, les patrons s'opposaient apparemment au début de l'Europe, de la construction de l'Europe, ce qui n'était sûrement pas le cas des financiers internationaux. Donc, il y a une possibilité qu'au moins à cette époque, il y ait une sorte de guerre entre les industriels, le patronat et les financiers, qui sont une autre race. Fin de la parenthèse. Une note de l'ambassade des États-Unis à Paris indique alors que les patrons de l'industrie métallurgique auraient ainsi financé en grande partie la campagne contre la CED. Le 30 août 1954, l'union sacrée d'une coalition de députés allant des gaullistes aux communistes en passant par une poignée de socialistes fait capoter le projet.
Après la CED, la même frange patronale part en guerre cette fois contre Euratom, l'Europe de l'atome, puis contre le traité de Rome, tandis que la rejoint une cohorte grandissante d'hommes d'affaires qui, remisant leur antisoviétisme, se bousculent désormais à Moscou. Petite parenthèse, peut-être que le patronat et les industries, Yel, avaient reniflé dès le départ que la tentative d'unification de l'Europe était en réalité une manœuvre américaine, peut-être d'ailleurs pour nous contenir et pour nous affaiblir, chacun individuellement. Fin de la parenthèse. En 1957, le directeur général de la Banque de Paris et des Pays-Bas, Jean Rey, spécialisé dans le financement des partis de gauche non communistes, en revient, selon ses propres mots, emballé. Tout comme avant lui le patron de la Fédération française de la publicité, le comte Bernard de Place, qui s'était rendu dès 1952 à Moscou lors de la conférence économique, ou encore Pierre Lebon, banquier et ancien député RPF, Rassemblement du peuple français, le parti gaulliste, des Deux-Sèvres, qui y avait conduit une délégation de parlementaires comprenant notamment Pierre Mendès France et Edgar Faure. Moscou cesse peu à peu d'être ostracisé. À l'été 1957, les ventes françaises à l'URSS atteignent 26 milliards de francs, tandis que Sergueï Vinogradov devient la coqueluche du tout Paris économique et industriel. Petite parenthèse, vous imaginez que Moscou était ostracisé avec la soi-disant menace communiste, alors que ils avaient laissé quasiment 7 millions d'hommes morts pour libérer l'Europe quand même, hein. Ça, on oublie très très souvent de le dire. Fin de la parenthèse. Marcel Boussac, le patron du textile français, déjeune à son tour avec Vinogradov, de même que Jean Prouveau, grand patron de presse qui possède alors notamment le magazine Paris Match. Après le retour aux affaires du général de Gaulle et l'avènement de la Ve République en 1958, la course s'accélère. Max Brusset, le député gaulliste qu'Ernest Mercier avait utilisé comme intermédiaire pour son projet de consortium pétrolier russo-roumano-français, sert désormais officieusement à Paris de conseiller politique et d'agent commercial des soviétiques. Il ouvre les portes aux hommes du CNPF et aux chefs d'entreprise de plus en plus nombreux à se rendre en URSS afin d'y négocier des contrats. En novembre 1965, à Moscou, Sergueï Vinogradov est décoré de la Légion d'honneur par le ministre français des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, 1907-1999. Cyniques ou pragmatiques, les grands patrons français ont su habilement jouer sur tous les tableaux, ayant déjà largement profité de la manne financière des États-Unis. Une pluie de dollars pour le lobby colonial. En juillet 1848, le plan Marshall accorde 989 millions de dollars de crédit à la France et l'année suivante, les colonies françaises bénéficient à leur tour de l'aide américaine destinée aux pays émergents. Aux territoires africains situés au sud du Sahara comme le Tchad, le Congo ou encore la Guinée sont ainsi alloués plus de 3,5 milliards de francs, tandis que le Maroc reçoit un peu moins de 3 milliards de francs et l'Algérie plus de 1,5 milliard. Les grandes banques d'affaires, en particulier la Banque de l'Indochine, vont en tirer de substantiels profits en s'associant à des intérêts locaux. Sous l'égide de la Corporation franco-américaine pour le financement du développement des territoires de l'Union française, se crée à Madagascar, Brazzaville, au Maroc ou encore en Algérie une cascade de sociétés américano-françaises par lesquelles transite une partie de l'aide financière consacrée au développement. Les banques d'affaires prirent la valeur leur part sous forme de commissions de 10 à 20% sur les sommes affectées à une variété de projets allant de la recherche minière à la construction d'une centrale hydroélectrique ou à d'importants travaux d'irrigation. En 1948, l'Omnium Nord-Afrique contrôle la Banque de Paris et des Pays-Bas, engrange 75 millions de francs de bénéfices, l'année suivante 123 millions. À mesure que l'aide du plan Marshall aux pays coloniaux se déverse, les bénéfices s'envolent, 161 millions de francs en 1950, 220 millions en 1951, etc. Une croissance certes en partie rognée par la forte inflation de la période, mais qui reste substantielle. Et petite parenthèse, c'est ce qui participera très largement à cette légende des 30 Glorieuses. Enfin, c'est pas une légende, mais je veux dire, c'est quand on met les choses sous perfusion de manière un peu artificielle, oui, ça crée une période de croissance économique, c'est clair. Les banques d'affaires locales affichent elles aussi des bénéfices records. Ceux de la Banque industrielle de l'Afrique du Nord sont passés de 6 millions de francs en 1946 à 97 millions en 1953, et ceux de la Banque d'Algérie et de la Tunisie de 52 millions à 1,6 milliard. Ces deux banques sont administrées par le même homme,
Laurent Schiaffino, 1897-1978, l'un des plus puissants armateurs d'Afrique du Nord, dont les affaires ont singulièrement prospéré depuis la fin de la guerre. C'est un entrepreneur influent en métropole où le lobby colonial est notamment représenté au Parlement par une kyrielle de députés, dont Pierre Abelin, député MRP, Mouvement républicain populaire, mais aussi directeur général du groupement national d'importation des cacao, le général Adolphe Homéran, député indépendant et administrateur des domaines africains et des fermes françaises, et surtout Jacques Bardou, député indépendant lui aussi. Il est ou a été président, vice-président ou administrateur d'une imposante liste de sociétés, président de la Société des étains du Camon et du Tonkin en Indochine. Il est également actionnaire de la Compagnie Générale du Maroc, filiale de la Banque de Paris et des Pays-Bas, donc l'actuel BNP Paribas. Dès lors, on comprend mieux certaines résistances du Parlement français de 1954 à 62 face au processus de décolonisation, en Indochine, puis en Afrique noire et enfin en Algérie. Si les colonies coûtaient cher à l'État français, elles ont aussi enrichi certains groupes financiers et les grands potentats locaux. Au-delà du puissant lobby colonial, les milieux d'affaires sont bien représentés au Parlement tout au long de la 4ème République, 1946-1958. Raymond Boisdet, député de l'Alliance républicaine sociale, tout en siégeant au comité directeur du CNPF, préside la Fédération nationale de l'habillement. Le radical gaulliste Édouard Coниglion-Molinier co-préside la société Gaumont et administre d'innombrables sociétés de distribution et de production de cinéma, de publicité, de travaux publics et même d'aéronautique. Il préside Air Maroc. Surnommé par certains le banquier soviétique du fait de ses accointances d'affaires avec Moscou, le député Pierre Lebon siège ou a siégé dans de nombreux conseils d'administration. Il préside ou a présidé diverses sociétés de banques, de tramways, de grands magasins ou encore d'oléagineux. René Mayer, député radical socialiste et ancien président du Conseil, a longtemps été un des responsables de la compagnie financière Edmond de Rothschild. Il administre ou a administré de nombreuses sociétés de transport. Joseph Laniel, député républicain indépendant, est administrateur directeur général de la manufacture des toiles de Vimoutier. On pourrait ajouter à cette liste non exhaustive l'avionneur Marcel Bloch d'Assaut. Si la France de l'après-guerre s'étatise, le Parlement devient à bien des égards la citadelle du milieu d'affaires. Cette imbrication a sans doute eu des effets rassurants sur les investisseurs internationaux qui, à partir de 1960, affluent du monde entier vers la France. En 1963, leurs investissements sont estimés à près de 30 milliards de francs. Depuis fin 1958, plusieurs dispositions légales permettent aux firmes étrangères de rapatrier, sans formalité contraignante, leurs biens ainsi que leurs dividendes et leurs bénéfices. Elles peuvent également acquérir des valeurs mobilières françaises cotées en bourse sans l'accord préalable de l'Office des échanges. De la Libération à la fin des années 1960, le monde patronal a su prendre sa place dans un paysage économique passablement transformé par la montée en puissance de l'État. Pragmatique, il a largement bénéficié de la manne publique et tiré profit des opportunités offertes par la reconstruction. D'autant que, on l'oublie souvent, les 30 Glorieuses auront été, jusqu'en 1968, une période de relative paix sociale. Après les grandes grèves de 1947 et de 1948, les entreprises sont épargnées par les conflits sociaux de grande envergure. Avant 1968, la Ve République n'a connu qu'un mouvement de grande ampleur au printemps 63, à la grève des mineurs qui réclamaient l'indexation de leurs salaires sur ceux du secteur privé. Après un bras de fer qui durera du 1er mars au 5 avril, les grévistes obtiendront gain de cause. Et oui, ils obtenaient gain de cause à l'époque. La cagoule, l'école du pouvoir. Je jure fidélité, discrétion et obéissance à l'organisation. Toute contravention à la règle entraîne la mort. Tel était le serment prêté en 1936-37 par les conjurés du comité secret d'action révolutionnaire, le XAR, baptisé par simple ironie Cagoule, du fait qu'en certaines occasions ses membres en auraient porté une. Son histoire montre combien la France a elle aussi failli basculer dans l'aventure fasciste avec l'appui d'un certain nombre d'industriels. Une société secrète, hyper hiérarchisée. Né le 20 juin 1890, Eugène Deloncle est un brillant étudiant sorti de Polytechnique, dans le carré de tête et major du génie maritime. Penchant pour la droite de la droite, il ne bascule dans l'action politique qu'à la suite des événements du 6 février 1934, quand les ligueurs d'extrême droite marchent sur le Palais Bourbon.
Les affrontements avec les forces de l'ordre font 17 morts, dont un policier, et un millier de blessés. L'émeute, qui projetait d'abattre le régime parlementaire en proie au miasme des scandales financiers et à l'affaire Stavisky, échoue. C'est alors qu'Eugène Deloncle rejoint l'Action française, une des ligues les plus extrémistes, née durant l'affaire Dreyfus, convaincu que le péril communiste, conjugué à l'influence du judéo-maçonnisme, constitue une menace à la fois réelle et imminente. Mais l'Action française déçoit son penchant pour l'activisme. Deloncle ne croit pas qu'écrire des articles, même au vitriol, soit le meilleur moyen d'agir. En juin 1936, le Front populaire, récemment élu, décrète la dissolution des ligues d'extrême droite. Les ouvriers se mettent en grève et occupent les usines, tandis que le gouvernement de Léon Blum, épaulé par le Parti communiste, se lance dans d'audacieuses réformes sociales. Pour Deloncle et quelques-uns de ses camarades, l'imminence d'un coup d'État communiste ne fait plus de doute. Ils rompent avec l'Action française et constituent une organisation secrète qui se fixe comme but de renverser la démocratie. D'autres que lui font le même choix, tel le général Edmond Duseigneur, alias Dudu, un proche des ligues dites patriotiques, qui parcourt la France en multipliant les discours incendiaires et publie dans l'hebdomadaire Choc une série d'articles où il exhorte au rassemblement des patriotes. En novembre 1936, il fonde l'Union des comités d'action défensive, où le rejoint le duc corse Joseph Pozzo di Borgo. Ce croix-de-feu, tendance fasciste, vient de quitter bruyamment l'organisation du colonel de Larocque, qu'il juge aussi molle qu'indécise face au péril rouge. Ces nouveaux comités se rapprochent alors d'Eugène Deloncle, tout comme un autre petit groupe d'activistes, issus également de l'Action française. Deux d'entre eux marqueront de leur nom l'histoire de la cagoule, le docteur Henri Martin, 1895-1969, et Jean Filiol, né en 1909, fondateur en mars 1936 du Parti national révolutionnaire, PNR, en affirmant qu'avec des articles de journaux, on ne ramènerait pas le roi sur le trône. Pressé d'en découdre, Eugène Deloncle avait créé dès l'arrivée au pouvoir du Front populaire en juin 1936 l'organisation secrète d'action révolutionnaire, OSAR, qui restera dans l'histoire sous le nom de XAR, suite à l'erreur d'un informateur de la police, qu'il a conçu comme une société secrète et hyper hiérarchisée. Deloncle se passionne pour l'ésotérisme et les rites clandestins. Ainsi devient-on cagoulard après avoir subi une vague et sommaire initiation qui ressemble à une sorte de baptême factieux où l'acte primordial consiste à prêter serment d'obéissance. Entre eux, ces apprentis putschistes parlent un langage codé, utilisent des mots de passe et s'affublent de noms de guerre. Celui de Deloncle est Marie et celui du général du Seigneur, l'archevêque. D'autres affichent une prédilection pour les stations de métro parisiens. Au-delà de ce saupoudrage ésotérique, la cagoule est bien une organisation clandestine et terroriste qui a pris pour modèle l'armée et ses services secrets. On s'y regroupe par cellules, puis unités et bataillons, tandis que son service de renseignement se calque sur celui du deuxième bureau, le service de renseignement de l'armée, par ville et par département. Eugène Deloncle s'entoure d'un état-major de fidèles. Son lieutenant le plus proche est Jacques Corrèze, 1912-1991, futur dirigeant d'une filiale du groupe L'Oréal, un ancien tapissier qui lui sert de secrétaire et loge sous le même toit que lui. Tous les deux viennent de la 17e équipe des Camelots du Roi, organisation de jeunesse créée en 1908 et rattachée à l'Action française. Gabriel Jantet, 1906-1970, publiciste et ancien secrétaire général des étudiants d'Action française, s'occupe de l'armement, tandis que le docteur Félix Victor-Henri Martin chapeaute le deuxième bureau d'organisation. Georges Cachier, ancien secrétaire général de la Compagnie des Tabacs, dirige le troisième bureau, chargé de la formation et des opérations, et Jean Moreau de la Meuse, le service logistique. Voilà pour l'état-major qui s'entoure d'une poignée de chargés de mission. L'un d'eux, François Métainier, supervise la préparation des attentats et la collecte de fonds. L'étrange plasticage du patronat français. Trouver de l'argent n'est pas le plus difficile. La cagoule ne manque pas en effet de soutien financier. Elle dispose de puissants parrainages comme celui du directeur des huiles Le Sieur, Jacques Lemaigre Dubreuil, lui-même cagoulard, ou celui de Louis Franchet d'Espéré, maréchal de France et caution des cagoulards auprès des financiers de haut vol. Ainsi, la cagoule n'a-t-elle aucune peine à s'armer, ce qu'elle fait sans compter s'équipant de mitrailleuses et d'explosifs. Ces arsenaux, qu'elle entrepose dans les caches secrètes, sont destinés aux milliers de soldats qu'elle a recrutés. Rien qu'à Paris, ses effectifs comptent 5000 combattants prêts pour le grand soir. À partir de 1937, Deloncle diversifie ses sources d'approvisionnement. Au cours de l'été, un de ses proches noue des contacts avec le service des informations militaires, SIM,
le contre-espionnage italien. L'accord passé entre la Cagoule et le CIM prévoit de renseigner les fascistes italiens sur les activités de soutien aux républicains espagnols qui s'amplifient en France, ce qui intéresse au plus haut point Mussolini, depuis qu'il a envoyé la division Azul combattre aux côtés des rebelles franquistes, mais aussi l'exécution de contrats sur le sol français, autrement dit d'assassinats. Pour commencer, le CIM commandite celui de deux réfugiés socialistes italiens, les frères Carlo et Nello Rosselli. Les tueurs du Czar exécutent le contrat le 9 juin 1937 en échange de 100 fusils Beretta semi-automatiques. Bien que hantée par un hypothétique coup d'État communiste, la Cagoule semble se contenter de constituer des stocks d'armes et de tenir son armée de l'ombre en réserve. Hormis l'assassinat des frères Rosselli, on peut lui imputer celui de l'économiste russe Dimitri Navachine, dont les motivations sont restées mystérieuses. On lui attribue aussi le meurtre d'une certaine Laetitia Touro, retrouvée inanimée dans un wagon de la RATP en mai 1937, 2 mois avant le pacte noué entre les cagoulards et le contre-espionnage italien. Laetitia Touro avait travaillé à Paris comme secrétaire pour une police privée italienne. Le fil est ténu et rien ne prouve que le czar soit responsable de sa mort. À ce tableau de chasse, il faut ajouter 2 exécutions qui relèvent de la police interne de la cagoule, celle de 2 de ses membres qui ont trahi leur serment. Pour ce qui est des attentats, on lui attribue avec certitude que le double plasticage de septembre 1937 contre des locaux patronaux, une opération exécutée par un certain Jean-Pierre Locuti, venu de la gauche. Il avait été dénoncé des années plus tôt dans une plaquette du Parti communiste comme un agent provocateur. Pourquoi cette action? Sans doute pour faire accuser les communistes et mettre en œuvre une stratégie de la tension. Mais la cagoule signe là son arrêt de mort. Sans doute est-ce la raison pour laquelle elle n'a eu ni le temps ni la possibilité d'en commettre davantage. Ce sera la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la seconde partie.